Bonjour, au menu de notre émission aujourd'hui, l'ouvrage Nicolas II et Raspoutine, une histoire russe, publié aux éditions Perrin par Alexandre Jevakov, historien spécialiste de la Russie et de l'orthodoxie russe en France, qui est mon invité pour le grand entretien, qui sera précédé par le traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi d'un diaporama portant sur les moments de l'élection et de l'intronisation les 11 et 12 mai dernier du nouveau primat de l'Église orthodoxe autocéphale de Géorgie, le patriarche et catholicos Chio III. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Géorgie, nouveau patriarche géorgien, Chio III, succédant au patriarche Élia II. 3 métropolites, Job, Chio et Grégoire, avaient été sélectionnés pour cette élection. À Athènes, visite chargée du patriarche Bartholomée Ier, rencontre avec l'archevêque Jérôme d'Athènes, en présence des délégations respectives et participation à l'hommage de l'Université d'Athènes à l'ancien Premier ministre adjoint Evangelos Venizelos, puis allocution solennelle au Parlement grec où le président grec lui a remis la médaille d'or du Parlement. Rencontre puis par la suite avec le maire d'Athènes et visite à la voie de la Grèce. En France, le patriarche Bartholomée a pris part au World Policy Conference à Chantilly. En Cappadoce, Turquie, pèlerinage annoncé du patriarche Bartholomée et de l'archevêque de Tirana, Jean, dans cette région historique d'Asie mineure. En Turquie toujours, visite du patriarche Jean X d'Antioche au Fana, où il a présidé, en présence du patriarche Bartholomée, un office de prière sur les tombes des patriarches œcuméniques. Puis il a visité le siège diocésain majeur de Chalcédoine, où il a été accueilli par le métropolite Emmanuel de Chalcédoine. À Mersin, en Turquie, toujours le patriarche Jean X avait présidé l'ordination épiscopale de Monseigneur Paul de Tarse, en charge du nouveau diocèse antiochien dans cette région. Il a effectué des visites pastorales locales et a rencontré les autorités turques locales d'eux-mêmes. Il a prié devant les ruines, enfin, de la cathédrale des Saints-Pierre et Paul à Antioche, détruite lors du séisme de 2023 et qui sera reconstruite. À Istanbul, visite du patriarche copte Tawadros au patriarcat de Constantinople. À Jérusalem, le patriarche Théophilos III a visité la fraternité arménienne de Jérusalem où il a été question de la préservation des lieux saints chrétiens de Jérusalem. À Alexandrie, conférence internationale, Alexandrie et l'Occident, sous l'égide du patriarche Théodore II. À Bucarest, visite du métropolite Emmanuel de Chalcédoine au patriarche Daniel de Roumanie. En Roumanie toujours, les reliques de Saint Georges en provenance du monastère Xenophontos du mont Athos ont été reçues en Roumanie. En Serbie, protocole d'entente et de coopération entre l'Église serbe et l'État serbe pour la création de l'Université Saint-Sava. Célébration de la fête de la translation des reliques de Saint Nicolas Velimirovic de Zitcha et d'Ohrid, canonisé par l'Église serbe en 2003. En Bulgarie, célébration des 73 ans de la restauration du patriarcat. À Athènes, mémoire et honneur de l'ancien Emilianos, martyr de la gloire de Dieu et guide dans l'esprit. Un grand symposium théologique international commémorant l'œuvre et l'itinéraire emblématique d'un grand père spirituel, l'ancien archimandrite Emilianos de Simonos Petra. Plusieurs contributions, dont celle du métropolite Silouane du Mont-Liban, ont été livrées sur son œuvre et sa paternité spirituelle, ainsi qu'un concert de musique liturgique. En Bulgarie, le patriarche Daniel a été invité à prendre part, pour la première fois, à la séance solennelle du Parlement. En France, réunion de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et appel des évêques orthodoxes pour le respect du droit international et du droit international humanitaire au Moyen-Orient. En France toujours, visite de l'archevêque Stéphane d'Ohrid et consécration de l'iconostase de l'église de Pantin. À Mesnières-en-Bray, tenue du 18e congrès de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Une première à la basilique Saint-Denis, un concert de chants byzantins, toujours à Paris, plusieurs chorales orthodoxes de la région parisienne. En termes de publication, Conseil spirituel Ephrem de Philotheiou et d'Arizona, aux éditions des Syrtes, Théophano, sainte et impératrice byzantine, sa vie et son culte dans la Constantinople du IXe siècle, par Damien Labadie, aux éditions Lis et Parle, Le juge de Thessalonique de Marie-Hélène Congourdeau, aux éditions Salvator, Vie du bienheureux Niphon, un évêque mystique aux éditions Monastère de la Transfiguration en France, qui édite aussi Le vrai visage de Jeanne d'Arc de François Redon. Enfin, La plus belle manière de vivre de Bertrand Vergely aux éditions Trédaniel. Et maintenant, le grand entretien.
Nicolas II et Raspoutine, une histoire russe du sacré et de son rapport ambivalent au pouvoir, est le thème de notre entretien aujourd'hui à l'occasion de la publication de l'excellent ouvrage Nicolas II et Raspoutine aux éditions Perrin, un livre stylé et minutieusement documenté d'Alexandre Jevakov, son auteur, qui est aujourd'hui mon invité. Tout est dans la main de Dieu, les orthodoxies, au pluriel. Aucun mot ne pourra suffisamment remercier Dieu, l'homme de Dieu, autant de têtes de chapitre qui référencent cette forme de religiosité à la russe qui traverse de bout en bout cet ouvrage hors norme, qui nous fait plonger dans l'univers du dernier tsar de Russie, Nicolas II, de sa jeunesse, de sa personnalité, de sa formation, de ses attentes, de ses forces et faiblesses, mais aussi et surtout nous fait introduire dans les péripéties de sa rencontre avec Raspoutine, un moujik sibérien, analphabète, se disant thaumaturge, qui va se hisser aux plus hautes sphères du pouvoir impérial russe pour y exercer une influence directionnelle sur les décisions de la famille impériale et la tsarine. Quelle est-elle cette religiosité à la russe teintée de mysticisme, oscillant sans cesse entre anges et démons, qui permet ce genre de rencontres et de dérives? Que dit-elle cette histoire du rapport du pouvoir et du sacré hier, aujourd'hui en Russie? Alexandre Jevakov nous le dira. Historien, ancien conseiller ministériel, notamment au ministère de l'Intérieur, ancien élève de l'ENA, Alexandre Jevakov est spécialiste reconnu de la Russie et de l'histoire de l'installation des communautés russes en France. Il est marguillier, responsable laïque de la cathédrale Saint-Alexandre Nevski à Paris, ayant à son crédit 3 ouvrages de référence. La guerre civile russe, 1917-1922, aux éditions Tempus, Les Russes blancs, aux éditions Tempo, Le roman des Russes à Paris, aux éditions du Rocher. Il est de même spécialiste des relations entre la France et la Russie, avec son ouvrage De Gaulle et la Russie, le prix de la grandeur, aux éditions Perrin. Sans parler de son jardin secret Atatürk, avec ses 2 ouvrages sur le père fondateur de la Turquie aux éditions Texto et Atatürk, les chemins de l'Occident, aux éditions Taillandier. Alexandre Jevakov, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci de votre invitation. Plaisir. Alors, en fait, on va commencer un peu par contextualiser ce livre. Pourquoi cette composition aujourd'hui? Parce que des livres sur le Nicolas II, on en a tellement, séparément. Des livres sur Raspoutine, séparément, on en a tellement. Mais un livre sur les deux qui les met au même niveau, d'une certaine manière, comme victimes et acteurs, tous les deux, l'un de l'autre, on n'en a pas. Mais justement, voilà, quand j'ai publié donc De Gaulle et la Russie en février 22, oui, avec Perrin, comme les choses se passaient très bien, on a tout de suite essayé d'imaginer un nouvel ouvrage. Dans un premier temps, on a pensé faire une biographie de Nicolas II, que vous l'avez dit à l'instant, il y en avait beaucoup déjà, ouais, donc je ne le sentais pas. Et effectivement, j'ai proposé à ce moment-là aux responsables de Perrin de faire quelque chose sur Nicolas II et Raspoutine, d'une part parce que, là aussi vous l'avez dit à l'instant, il n'y avait pas d'ouvrage sur rapprochement entre ces 2 personnes, et je me suis très vite posé la question, comment cette rencontre est-elle envisageable entre le numéro 1 d'un pouvoir autocratique, régnant sur un empire étendu sur l'Europe et l'Asie. Et des millions de... Avec des millions, 100 et quelques millions de sujets, pouvoir autocratique, donc quelque chose de très important. Et puis, comme vous l'avez dit également, ce Raspoutine venant du fin fond de la Sibérie, paysan sans grande envergure a priori, analphabète. La Sibérie, c'est à des milliers de kilomètres de Saint-Pétersbourg, et pourtant, effectivement, le rapprochement physique se fait entre les 2 hommes. Raspoutine arrive à Saint-Pétersbourg, et non seulement il arrive à Saint-Pétersbourg, mais il réussit effectivement à rentrer dans le premier cercle de la famille impériale, et ce qui est très intéressant, d'où cette histoire russe, d'où cette présentation de quelque chose qui, de mon point de vue, est inenvisageable ailleurs que dans la Russie de ce moment-là, oui, c'est effectivement le rôle de l'Église orthodoxe, puisque, encore une fois, Raspoutine n'est ni moine ni clerc, contrairement à ce que d'aucuns ont écrit, mais il rentre dans le circuit des églises d'une manière, j'allais dire, un peu périphérique. Il acquiert une espèce de réputation. Il était un peu prédicateur. Il a une certaine réputation dans son village sibérien qui conduit déjà le prêtre local à se poser la question de savoir s'il n'appartient pas à une secte. Il y a beaucoup de sectes en Russie, il y a beaucoup de sectes en particulier en Sibérie. Il y a une secte dite des flagellants, et donc on le soupçonne d'appartenir à cette secte qui a priori est une secte, j'allais dire, bien pensante, puisqu'on rassemble des hommes et des femmes pour prier, chanter des psaumes, et puis ensuite, compte tenu de la vision des choses, les choses dérapent un peu, puisqu'on arrive à des copulations et une extase, etc. Et donc,
dès les années 90, il y a une première enquête de l'Église orthodoxe locale sur ce Rasputin qui n'aboutit pas à la conclusion qu'il appartient à cette secte. Et donc, Rasputin, qui fait des allers-retours entre son village et un monastère local, finalement ensuite engage une espèce d'errance, qui est là aussi un phénomène très commun dans la Russie orthodoxe. Ouais. Voilà. Et donc, il se retrouve en Russie européenne et il réussit ensuite, par des recommandations d'évêques, à arriver à Saint-Pétersbourg. Et c'est là où les choses sont assez particulières, pour ne pas dire plus que étonnantes, puisqu'il est recommandé à un moine important, un jeune moine important qui enseigne à l'Institut de théologie, à l'Académie de théologie de Saint-Pétersbourg, l'archimandrite Féophane. Et Féophane trouve effectivement que ce Rasputin a quelque chose d'exceptionnel, a quelque chose de particulier. Et donc, il l'introduit, non pas directement à la famille impériale, mais il l'introduit aux princesses monténégrines, qui sont les filles du roi de Monténégro, qui ont été élevées à la cour de Saint-Pétersbourg et qui sont très proches de la tsarine. Et donc, un beau jour de novembre 1905, dans le journal personnel que tient Nicolas II après qu'il l'ait tenu en tant qu'héritier, on note, je note, voilà, ce jour, j'ai rencontré l'homme de Dieu, Grigori, venu du gouvernement de Tobolsk. Voilà. Et c'est cette rencontre qui est extraordinaire et qui est donc d'emblée homme de Dieu placé sous le signe de la religion et d'une religiosité particulière de la Russie. Alors, effectivement, c'est un des titres, des chapitres, en fait, l'homme de Dieu que vous mettez. J'ai cité plusieurs autres titres qui soulignent un peu cette religiosité. Quel est le fil conducteur un peu de cette composition qui est, encore une fois, très exemplaire d'une certaine manière et nouvelle, qui met les deux en rapport? Parce qu'il y a 3 temps. Il y a le temps de Nicolas II avant la rencontre, le temps pendant la rencontre et le temps après la rencontre. Voilà. Et donc ces 3 temps, c'est pas un roman historique qui est entre nos mains parce que vous avez travaillé sur des sources. Alors quelles sont ces sources et comment la composition a été faite? Alors, mais on le lit comme dans une scénarisation aussi. C'est effectivement. J'ai un gros défaut. J'essaie d'écrire pour un lectorat. C'est ça, absolument. De faire en sorte qu'ils soient intéressés. C'est très bien reçu. Voilà, merci. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours été très attentif aux sources, parce que d'abord, en tant que, j'allais dire, chercheur, je trouve une espèce d'exaltation à trouver des sources, soit inédites, soit très peu connues. Et vous êtes inspecteur des finances, donc. Voilà, il y a une espèce de méthodologie, et l'inspection des finances m'a très bien formé de ce point de vue-là. J'ai cité à l'instant le journal de Nicolas. Nicolas tient un journal de l'adolescence jusqu'au dernier jour de sa vie terrestre. Et donc, il note tout. Il note beaucoup de choses. Et ça, c'est public? Alors, j'ai obtenu cela dans les archives gouvernementales de l'OGARF, ce qu'on appelle les archives gouvernementales de la Fédération de Russie à Moscou. Certaines années ont été publiées, certaines années ont été traduites en langue européenne, mais beaucoup d'années n'ont jamais été publiées. Et donc moi, j'ai tout lu, ce qui représente des milliers de pages. Parfaitement aussi. Voilà. Donc c'est effectivement un gros avantage, même si c'est un exercice compliqué, parce que Nicolas écrivait donc ses manuscrits, avec parfois des abréviations. Donc voilà. Mais c'est un exercice extraordinaire, parce que c'est une approche de la psychologie de Nicolas. Et après, j'ai utilisé un certain nombre de sources rares sur Rasputin, mais elles sont peu nombreuses. Et moi, je me suis contenté des choses sur ce personnage qui était attesté, qui était documenté et qui n'était pas du blablabla positif ou négatif. Et de même, j'ai beaucoup utilisé des journaux de gens qui étaient à la cour ou proches de la cour. Par exemple, un monsieur qui s'appelle Polovtsov, qui a joué un rôle important, qui était quelqu'un de très riche, qui était secrétaire général de l'équivalent du Conseil d'Empire, donc, qui était très... Et ce monsieur était à la fois très monarchiste, mais très lucide sur les dérives de la société et de la monarchie. Donc je me suis forcé. La période était très propice à ce genre de réflexion. C'est une période de basculement. Bien sûr. C'est une période parce que la Russie rentre dans une phase de développement économique, industriel et financier considérable, et on s'attend à ce que la Russie... Et qui était dans une montée. Une montée considérable. L'emprunt russe, on s'en souvient. Mais on s'attend effectivement à ce que la Russie
au début du XXe siècle, deviennent une puissance de premier rang économique et industriel. Et puis, c'est une période aussi de basculement intellectuel. On pense bien entendu à Tcherkov, à Tolstoï, à tout un tas de peintres, au ballet. Donc, il y a une espèce de bouleversement intellectuel et aussi, il y a un bouleversement spirituel parce qu'il y a l'évolution des mœurs, il y a effectivement l'occultisme qui est très très à la mode dans beaucoup de capitales, mais en particulier en Russie. Il y a effectivement du spiritisme, il y a effectivement de la théosophie, il y a effectivement des thaumaturges, il y a effectivement des folles en Dieu. Et donc ce mouvement bouleverse le rapport, j'allais dire, de l'Église orthodoxe institutionnelle, traditionnelle, avec la société. Je laisse de côté les tendances révolutionnaires, socialistes, mais même dans les gens, j'allais dire, de l'élite traditionnelle, des gens qui se posent des questions. Et donc, et Raspoutine arrive dans cette période de bouleversement, de redéfinition des rapports entre les hommes, les femmes, entre la nouvelle génération et l'ancienne génération. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que assez vite, il va passer d'un rapport très personnel à la cour et il va devenir un personnage public. A fortiori, à partir de 1905, puisque à ce moment-là, après l'échec de la Révolution, la Russie rentre dans une espèce de logique, non pas monarchie constitutionnelle, mais quelque chose qui lui ressemble. Avec un parlement. Avec un parlement, une Douma. Ouais. Et donc, qui dit Douma, dit parti d'opposition, dit presse d'opposition. Et assez vite, donc, Raspoutine devient un personnage public dont les rapports avec la famille impériale, avec le tsar, la tsarine et un certain nombre d'autres membres interrogent et suscitent, donc, parce que Nicolas II ne sait pas obligatoirement, c'est pas un communicant. Il n'a pas été élevé dans cette logique de communication et donc lui considère que ses rapports avec Raspoutine relèvent de sa vie personnelle et donc personne n'a le droit de se poser la moindre question, alors que beaucoup de gens, non seulement à l'extérieur, à la Douma et dans la presse, mais même dans certains membres de la famille impériale, considèrent qu'à un certain moment, on ne peut plus uniquement parler de rapports personnels et que Raspoutine devient un personnage politique. Et c'est ce que vous dites en fait à un moment donné dans le livre, quand vous écrivez « La dérive apparaît encore davantage et change de nature. Voilà. Lorsque la figure de Raspoutine se dessine comme l'ombre portée d'Alix, de l'impératrice, tout ou quasiment tout de ce qu'elle propose à son mari traduit l'opinion et la volonté de notre ami, il l'appelait notre ami, tous les deux, comme si elle avait conclu avec lui un pacte phocéen. Entre l'impératrice et Raspoutine s'établit ainsi une complémentarité qui renforce le rôle du starets. Voilà. Donc cette proximité, comment dans un pays aussi grand, aussi important, aussi puissant que la Russie, cette proximité peut influer entre le sacré, une forme de sacré, et le pouvoir? Alors, il reste un mystère que je n'ai pas complètement résolu, peut-être une autre édition me permettra d'avancer, mais en tout état de cause, c'est évident qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe parce que ce personnage rassure le tsar et la tsarine. Il les rassure à la fois sur le plan personnel parce qu'il y a donc l'hémophilie du tsarevitch et donc de manière médicale ou extramédicale, Raspoutine s'impose comme quelqu'un qui est en mesure d'apporter quelque chose. Un thaumaturge. Un thaumaturge. Ouais. Mais il y a aussi... Qui était un vrai sujet pour le couple impérial. Et c'est un sujet qui, pour n'importe quel père et n'importe quelle mère, est un sujet fondamental. A fortiori quand on est souverain, et a fortiori quand on sait que dans la règle de succession impériale, c'est le fils qui doit succéder au père. Le fils qui était tant attendu. Qui était tellement attendu. Après, et alors, tout à l'heure, vous avez rappelé que Nicolas et Alexandra appelaient Raspoutine notre ami. Il y a eu un premier notre ami, qui est le fameux monsieur Philippe, le Lyonnais, français, qui lui aussi s'est présenté comme un thaumaturge et qui avait assuré également, en étant entré par les princesses monténégrines, que la tsarine allait être enceinte, tomber enceinte, et accoucher d'un fils. Et donc, ce qui fut cru sur parole par le couple impérial, ce Philippe, qui n'avait aucune formation médicale, reçut un grade de médecin militaire auprès de la cour, jusqu'à ce qu'à l'issue de la période donc des 9 mois, période pendant laquelle la tsarine avait refusé tout examen gynécologique. Au bout de 9 mois, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien du tout et que ça a fait un scandale. Et voilà. Et donc, il y a ce premier épisode qui montre qu'il y a une attente psychologique de la part du couple impérial sur le fils, sur l'héritier, mais aussi, et ça c'est Raspoutine qui... Un rapport au sacré qui était aussi... Un rapport au sacré et aussi un rapport au peuple. Dans la tradition
dans la tradition russe, et il faut peut-être évoquer le personnage de Constantin Pabianos, qui était un juriste qui était très très proche d'Alexandre III, puis de Nicolas II. Ce Pabianos considérait qu'il y avait une espèce de triangle éternel, indubitable, entre le tsar, l'Église et le peuple. Et donc, pour le tsar et pour la tsarine, Raspoutine, qui vient du peuple, qui vient de très très loin de Sibérie, c'est en quelque sorte le porte-parole, l'image du peuple que le tsar n'a pas au travers de ses échanges bureaucratiques, ministériels ou politiques. Et donc, Raspoutine, très intelligemment, parce que je le considère comme très intelligent, très madré, bon sens paysan, il considère qu'effectivement, il apporte ce message de sincérité et de fidélité, matiné effectivement encore une fois de sacré, puisqu'il a cette réputation d'homme de Dieu et qu'il en use et il en abuse très habilement auprès d'un couple impérial qui est en attente, de justement, c'est arrivé dans un terrain qui était propice. Qui est propice, exactement. Qui est propice. Alors, juste pour terminer, en fait, parce qu'on a encore 4 minutes, mais pour terminer sur ce que dit ce livre du rapport du sacré et du pouvoir de la Russie d'aujourd'hui, et de la relation entre Église et État, d'une certaine manière. Et comment rééquilibrer un peu cette relation? On sait, donc, Pierre Lecran a supprimé le patriarcat. C'est vrai. À partir de 1905, il y a une demande de retour du patriarcat, donc Nicolas II n'en veut pas, et finalement, le retour du patriarcat se fait donc en 1917, et le malheureux patriarche Tikhon arrive à cette éminente fonction au moment où les bolcheviks prennent le pouvoir. En période révolutionnaire. Et donc ensuite, on sait que l'Église orthodoxe a été plus que massacrée par le régime soviétique, jusqu'à ce que Staline s'aperçoive qu'il avait besoin de l'Église et de la tradition au moment où les Allemands s'apprêtaient à envahir Moscou. Un regard de nationalisme. Voilà, un regard de nationalisme, mais encore une fois, matiné de religion. C'est-à-dire que le couple sacré politique et Église revient et retrouve toute sa place. Et donc, on sait aujourd'hui que le patriarcat de Moscou est très proche des autorités russes. Moi qui suis orthodoxe, mais élevé, je veux dire que j'ai été élevé à la fois chez les bons pères catholiques et j'ai été élevé dans la tradition. Un républicain français, mais aussi impérial aussi. Voilà. Donc, je suis tout à fait empreint de la laïcité à la française. Et donc c'est vrai que le lien qui existe aujourd'hui entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux en Russie m'interroge, comme on dit aujourd'hui. Et donc c'est vrai que c'est une question qui reste parfaitement d'actualité. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une espèce de continuité entre le pouvoir et le sacré que portait Nicolas II à sa manière avec Raspoutine et que l'on retrouve aujourd'hui en Russie. Est-ce qu'on peut retomber aujourd'hui dans des dérives un peu style Raspoutine? Et je sais qu'aujourd'hui, il y a une grande tendance en fait en Russie aussi pour dédiaboliser Raspoutine, pour le remettre un peu plus en relief. Il y a effectivement eu, au moment de la chute de l'URSS, toute une tendance de gens qui considéraient que Raspoutine avait en quelque sorte, je ne sais pas comment pouvait-il argumenter, essayer de sauver la famille impériale. Et donc ces gens-là voulaient sanctifier Raspoutine. Heureusement, l'Église orthodoxe a dit qu'il n'en était pas question, mais il n'en reste pas moins que vous avez raison. Aujourd'hui, il y a, parmi les historiens russes, il y a effectivement cette volonté de dédiaboliser Raspoutine. De mon point de vue, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un personnage intelligent, donc je n'en fais pas un diable, mais je n'en fais pas du tout quelqu'un de positif. Ce qui est également... Et vous êtes réservé en tant qu'historien de ne se prononcer que sur la base de sources. Voilà, très parce qu'il y a plein de racontages. En revanche, il est clair, puisque vous évoquez l'actualité russe, tout le monde a en tête le titre du livre puis du film Le Mage de Kremlin, où on fait des parallèles qui me semblent tout à fait infondés, puisque le fameux Surkov, qui est le fameux mage, lui n'a strictement rien de religieux. C'est un penseur ou un idéologue qui effectivement utilise les outils actuels de la communication, mais qui à aucun moment ne met en avant le facteur sacré ou le facteur religieux. Donc il faut absolument pas comparer le rôle de Raspoutine à celui de Surkov. En revanche, il est sûr que dans la tradition russe, mais pas uniquement dans la tradition russe, on a souvent des conseillers un peu occultes. Et ce qui est vrai, et ça c'est peut-être une spécificité russe, c'est ce facteur religieux, parce que si on pense au père Joseph en France ou
à Richelieu ou même à Mazarin, ce sont des hommes d'église, mais qui ont surtout mis en avant les facteurs politiques et pas du tout les facteurs religieux, alors que Raspoutine, encore une fois, lui a bien joué un rôle religieux auprès du tsar. Et d'ailleurs, on voit très bien actuellement, en fait, aussi dans une forme de messianisation de la politique. On voit même aux États-Unis, je veux dire, aujourd'hui, cette figure, en fait, du président, comme s'il était élu, on a etc. tous en tête cette image un peu blasphématoire pour les chrétiens de Trump qui se bénédiction au Christ. Bien sûr, tout à fait. Mais en tout cas, en fait, c'est un excellent ouvrage. Il est vraiment d'actualité. Il est en même temps, en fait, il y a une scénarisation parce qu'on le lit comme un roman, mais sur la base de sources bien travaillées et donc bien attestées. Et en même temps, en fait, c'est un ouvrage qui renseigne beaucoup sur la Russie de l'époque, sur la psychologie du tsar, sur un peu l'entourage, et alors qui est très, à mon avis, vraiment, c'est une sorte de précédent, à mon avis, dans ce domaine-là. En tout cas, un grand merci, Alexandre, d'être venu et bonne lecture pour les autres. Moi, vraiment, je le conseille. Et là, je vous laisse avec un diaporama présentant quelques moments de l'élection et de l'intronisation les 11 et 12 mai dernier du nouveau primat de l'Église orthodoxe autocéphale de Géorgie, le patriarche et catholicos Chio III, Axios. Et moi, je vous dis à la prochaine émission.